Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube ou donateur sur Patreon via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez notre émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le Dr Ramzy Baroud. Le Dr Baroud est un journaliste et écrivain américano-palestinien. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit israélo-palestinien et le fondateur du site d'information Palestine Chronicle. Dr Baroud, bienvenue dans India and Global Left. C'est un véritable honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est une journée assez spectaculaire à bien des égards. Nous voyons des camions israéliens provenant de la prison d'Ofer en Cisjordanie occupée se déplacer vers différentes zones, principalement Ramallah, je suppose, pour libérer les prisonniers palestiniens. De l'autre côté, à la Knesset, nous assistons à un spectacle saisissant de flagornerie, si l'on peut dire, et d'obscurcissement. Et plus tard dans la soirée, nous aurons la réunion à Sharm el-Sheikh, en Égypte, je crois, où l'avenir de la Palestine apparemment discuté. En l'absence de Netanyahou, bien sûr, qui ne souhaite pas discuter de l'avenir de la Palestine, et également en l'absence notable du Hamas, nous aborderons tous ces sujets. Mais je pensais que nous pourrions commencer par votre lien avec la Palestine. Votre famille a été déplacée en 1948 lors de la Nakba. Vous avez grandi, je ne sais pas si c'était dans plusieurs camps de réfugiés, mais vous avez des liens avec le camp de réfugiés de Nusrat. Pouvez-vous nous raconter votre histoire, votre enfance en Palestine occupée, ce que cela représentait, et quelle est la signification d'aujourd'hui pour tant de Palestiniens qui sont en réalité des réfugiés dans leur propre patrie, ainsi qu'au-delà. Absolument. Eh bien, merci de commencer par cette question. Elle est vraiment cruciale, car beaucoup de gens ont tendance à regarder ce qui se passe en ce moment sans pleinement apprécier le contexte historique plus large. Et pour nous, il ne s'agit pas d'histoire en tant que discipline académique. C'est l'histoire de la réalité que nous vivons chaque jour. Je suis un réfugié palestinien de troisième génération. Je ne suis pas un réfugié de Gaza. Je suis un réfugié vers Gaza, venant de ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, la terre historique de la Palestine. Ma famille a été chassée de son village dans le sud de la Palestine, avec entre 700 000 et 800 000 autres Palestiniens qui vivent depuis dans une sorte de condition de réfugiés perpétuels, si l'on peut dire. Ils sont partout au Moyen-Orient, partout en Palestine en tant que réfugiés déplacés, et bien sûr partout dans le monde. Je ne pense pas qu'il existe un endroit sur Terre où l'on ne trouve pas un réfugié palestinien. Maintenant, le fait est que le statut de réfugié, pour nous, a dépassé la simple définition juridique du terme pour devenir quelque chose de bien plus chargé politiquement. Nous sommes des réfugiés dans le sens où je tiens à conserver mon statut de réfugié, même si, techniquement, je vis principalement aux États-Unis et que je possède la citoyenneté américaine. Alors pourquoi ai-je à cœur de me présenter comme réfugié? C'est cette identité, ce lien avec le passé, qui donne à notre lutte une signification bien plus grande et plus profonde. Autrement dit, le moment où je cesse de me désigner comme réfugié est celui où la responsabilité d'Israël pour les crimes de guerre israéliens, pour la Nakba, qui signifie la grande catastrophe de 1948, la dépopulation et le nettoyage ethnique de la population palestinienne de la Palestine historique, devient possible. C'est à ce moment-là que nous pouvons commencer le processus de guérison. Maintenant, certains d'entre nous sont plus réfugiés que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, les réfugiés palestiniens de Gaza
ne souffrent pas seulement en tant que descendants de la troisième ou quatrième génération de réfugiés de la Nakba, mais ils vivent l'expérience du refuge à un tout autre niveau. Génocide, siège, famine, et ils ont aussi été déplacés. Ils ont été expulsés et poussés d'une zone à une autre, du nord de Gaza vers le sud, puis vers le centre de Gaza. Je veux dire, certains membres de ma famille à Gaza ont essentiellement été chassés ou nettoyés ethniquement de certaines zones 12 ou 13 fois depuis le début de la guerre. Donc je ne peux pas prétendre que mon statut de réfugié soit au même niveau que le leur, car ils le vivent d'une manière totalement différente. Ce n'est pas un argument conceptuel ou intellectuel, c'est une question de survie pure et simple. Il y a aussi des camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Syrie, auparavant en Irak jusqu'à très récemment, et ainsi de suite. Sans aborder la question qui a fait des Palestiniens des réfugiés en tant que nation, tout ce dont on parle actuellement, tous les discours politiques concernant le Moyen-Orient, du moins dans la pensée dominante, les médias, la politique et le monde universitaire, me semblent futiles. Ignorer cette question fondamentale revient, en fin de compte, à appuyer sur le bouton de réinitialisation qui nous ramène à la situation actuelle, le génocide, la famine et tout le reste. Il faut énormément de courage, énormément d'honnêteté intellectuelle pour s'attaquer aux racines du problème. Sinon, nous nous retrouverons à nouveau dans ce moment tragique. Je vais aborder certaines de ces questions plus larges que cette première phase du cessez-le-feu, telle qu'elle est décrite, ignore complètement et passe sous silence. Mais si nous pouvions commencer par vos impressions sur ce que vous voyez aujourd'hui. Je veux dire, même pour moi, quelqu'un qui n'a aucun lien direct avec la Palestine, si ce n'est par mes lectures et mes reportages de ces dernières années, j'ai été surpris, profondément ému par certaines des images, des récits et des vidéos qui ont circulé aujourd'hui en particulier, bien que nous en voyions depuis quelques jours déjà. Des prisonniers palestiniens sortent des prisons israéliennes avec des signes de victoire, même si les Israéliens ont constamment menacé d'étouffer leurs célébrations, d'étouffer la solidarité, d'étouffer toute forme de rassemblement. Il y a eu des descentes dans les maisons des prisonniers palestiniens libérés, simplement pour s'assurer qu'ils restent silencieux. Certains sont même libérés à l'étranger. Je me demande simplement ce que vous en pensez, en tant que réfugié, comme vous venez de le décrire, lorsque vous lisez ces nouvelles. Exactement. Il y a donc un éléphant dans la pièce dans tout ce qui se passe en ce moment, et pour une raison quelconque, tout le monde l'ignore. Si tu regardes les médias arabes, par exemple, oublie les médias occidentaux traditionnels, c'est une cause perdue de toute façon. Mais même dans les médias arabes, certains organes supposément favorables au peuple palestinien, tu verras que tout le monde remercie ou essaye de mettre en avant et de centrer le rôle des gouvernements dans ce cessez-le-feu. Les Égyptiens, les Qataris, les Saoudiens, les Émiratis, et ainsi de suite. Mais en réalité, l'éléphant dans la pièce, c'est le peuple palestinien. Ce sont eux qui ont tout changé. C'est la résilience des Palestiniens. Le résultat de cette résilience, c'est la résistance des Palestiniens. Ces deux questions sont intrinsèquement liées, et nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas parce que nous avons peur de parler de résistance, tout simplement. Dieu nous en garde, même à gauche, dans les milieux occidentaux. On a aussi peur d'en parler, parce qu'on ne veut pas être perçu comme sympathique envers un certain groupe, vu d'une certaine manière dans la société occidentale. Mais en réalité, sans la résilience du peuple palestinien en tant que collectif, et le produit de cette résilience, à savoir la résistance du peuple palestinien à Gaza, rien de tout cela ne se serait produit. Imaginons simplement un scénario, juste pour l'exercice intellectuel, un scénario dans lequel les Palestiniens n'auraient pas résisté.
n'aurait pas riposté. Quel serait le résultat aujourd'hui, 2 ans plus tard? Israël festoierait à Gaza. Certaines colonies seraient déjà en construction. Des camps militaires israéliens seraient solidement établis dans chaque partie de Gaza, et au moins la moitié de la population de Gaza aurait été victime d'un nettoyage ethnique. Mais cela ne s'est pas produit. La question est, pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Les Américains l'ont-ils arrêté? Non, bien sûr que non. C'est les États-Unis qui ont soutenu le génocide. Trump se prépare à remporter le prix Nobel de la paix. À quel point est-ce pathétique? Et pourtant, c'est lui avec Biden qui poursuit l'héritage de Biden et de ceux qui les ont précédés. Ce sont eux qui ont soutenu la machine de guerre israélienne. Est-ce l'Égypte? Est-ce les Émirats? Qui a arrêté cette guerre? C'est la fermeté. En arabe, on appelle cela sumud, la fermeté du peuple palestinien. Aujourd'hui, le terme sumud, la fermeté, a toujours été relégué, si l'on peut dire, à une valeur plutôt sentimentale. Ce n'est pas quelque chose que nous mesurons habituellement dans un sens politique. Mais maintenant, soudainement, c'est devenu une véritable valeur politique. Ce sont la patience, la force et la lutte des Palestiniens qui ont permis à ce moment d'exister. Et quel moment incroyable! Je veux dire, 77 ans depuis la création d'Israël, plus de 100 ans depuis la déclaration Balfour, plus de 100 ans depuis le soi-disant mandat britannique en Palestine. Jamais nous n'avons vu les Palestiniens, par leur résistance, parvenir à créer un résultat politique décisif. Nous devons réfléchir à cela. Je pense que les intellectuels et les historiens, surtout les plus honnêtes, vont passer beaucoup de temps à tenter de démêler et d'analyser la signification de ce mouvement. Aucune des armées arabes n'a jamais pu imposer quoi que ce soit à Israël. Israël a toujours réussi, avec l'aide des États-Unis, jamais seul, et avec l'aide d'autres puissances occidentales, à obtenir ce qu'il voulait. Toujours. Il a utilisé la puissance militaire pour créer et façonner la réalité politique, mais pas à Gaza. Et on pourrait dire, attendez une minute, peut-être que l'armée de Gaza, peut-être que cette entité puissante, n'est-ce pas? Ce sont des enfants qui fabriquent leurs armes à partir des munitions qu'Israël a larguées sur Gaza et qui n'ont pas explosé. Donc il ne s'agit vraiment pas de la question militaire. Toute cette idée selon laquelle il faudrait désarmer la résistance, on ne peut pas désarmer la résistance. Non pas parce que ce n'est pas pratiquement possible. Vous ne pouvez pas désarmer la résistance, car les armes de la résistance ne sont pas un arsenal que l'on peut inventorier, étiqueter et retirer. Ce sont des armes que les gens créent sur le moment pour combattre l'ennemi qui vient envahir, tuer, violer et commettre un génocide. Alors voir tout cela, je sais qu'il y a encore des milliers de prisonniers palestiniens en Israël. Je le sais. Et je sais aussi qu'il est vraiment difficile d'utiliser le mot « célébrer » ou de se sentir triomphant ou victorieux, alors que les crânes de milliers de personnes sont encore enfouis sous les décombres de Gaza, en plus des près de 7000 personnes, ou 80 000 si l'on compte les disparus, qui ont été tués à Gaza. Près d'un quart de million de personnes, c'est confirmé entre les morts, les blessés et les disparus. Nous ne connaissons pas encore le nombre total. Les scientifiques et les médecins vont mener un tout autre type d'études pour déterminer réellement combien de personnes sont mortes à Gaza. Donc, lorsque nous utilisons des mots comme célébration, triomphe ou victoire, nous devons être très prudents et mesurés dans leur emploi. Mais si l'on regarde dans un contexte plus large, il y avait les États-Unis, la plus grande puissance militaire du monde aujourd'hui, aux côtés d'Israël, la plus grande puissance régionale, qui n'a absolument aucune honte whatsoever, à tuer, violer, faire tout ce qu'il faut, même bombarder des alliés américains comme ils l'ont fait au Qatar. Ils n'ont aucune crainte des conséquences, car les États-Unis sont toujours là pour les soutenir.
Vous avez vu les Arabes et les musulmans. Certains d'entre eux se rangent déjà. Je veux dire, il n'y a pas eu seulement des rumeurs, mais aussi des rapports confirmés selon lesquels un pays comme l'Indonésie, par exemple, était prêt à accepter 200 000 Palestiniens expulsés de Gaza. Ainsi, les pays arabes observent en réalité depuis la marge où se trouvent complètement du côté d'Israël. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les réfugiés palestiniens ou le peuple palestinien de Gaza restent à Gaza. Ils ont tout de même réussi à faire libérer près de 2000 prisonniers et ils ont réussi à briser le siège. Et ils ont accompli tout cela par eux-mêmes, avec la solidarité internationale des gens ordinaires, la société civile, pas les gouvernements, ni quoi que ce soit de ce genre. Je veux dire, j'hésite, mais je dois dire que c'est une grande victoire pour toutes les nations opprimées, non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Vous mentionnez que même les médias non occidentaux ne remettent pas en question ce cadre de démilitarisation de Gaza ou de démilitarisation du Hamas. Et je pense à Al Jazeera, qui agit tant au nom des Palestiniens, mais qui a à peine interrogé cette idée qui circule et qui a été reprise sans réserve en Occident, selon laquelle le Hamas devrait être démilitarisé, que le Hamas devrait se rendre. Pourriez-vous en parler un peu? Bien sûr, il est fondamentalement erroné de parler de démilitariser une résistance. L'Occident reste également totalement silencieux au sujet des gangs mis en place par les Israéliens et les Américains dans la bande de Gaza pour piller l'aide, un acte dont le rejet est absolument essentiel à l'existence d'un État. Et le Hamas, non seulement le Hamas, mais aussi tous les autres groupes de résistance, y compris le FPLP, le Djihad islamique, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, et ainsi de suite. Pourriez-vous parler de l'importance de la résistance armée? Car ce que nous avons vu dans les années 1990, pendant le processus d'Oslo, c'est que la direction palestinienne avait accepté d'abandonner la résistance armée pendant un certain temps, tandis que la Cisjordanie occupée était complètement pulvérisée par les checkpoints, la transformant en terrain de pâture pour les forces d'occupation israéliennes. Beaucoup craignent qu'une trajectoire similaire ne se reproduise à l'avenir. Pourriez-vous nous faire part de vos inquiétudes concernant cette idée selon laquelle le Hamas devrait renoncer à ses armes? Vous savez, je vais commencer par la toute fin et remonter un peu en arrière. La toute fin, c'est, en tant qu'historien ayant étudié les mouvements de résistance palestiniens depuis la fin des années 1940, presque immédiatement après la Nakba, et le début des années 1950, pendant ce que nous appelons le mouvement des Fidaïyin à Gaza, jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous dire avec une certitude absolue qu'il n'y aura pas de démilitarisation de la résistance palestinienne. Mettons simplement ce sujet de côté, et je vais expliquer dans un instant pourquoi c'est le cas. L'autre chose concernant l'autorité palestinienne, je veux dire ce qu'il faut dire à propos de l'autorité palestinienne et de l'OLP et des accords. Vous savez, enfin, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Yasser Arafat. Oublions Mahmoud Abbas un instant. Je veux dire, cet homme n'a aucun sens du nationalisme. Il ne se sent même pas palestinien. C'est comme si on sentait presque chez lui une certaine honte. Tu vois, quand il parle de la lutte palestinienne ou de la résistance palestinienne. Je veux dire, il a déjà parlé de la résistance palestinienne dans le passé, je crois que c'était en 2004, lorsqu'il l'a qualifiée d'inutile. Et imagine les familles des martyrs de Palestine quand on leur dit que leur résistance, celle de leurs enfants, est inutile, annulant complètement son propre peuple. Mais parlons un instant de Yasser Arafat. Quand Arafat voulait s'engager, il était désespéré de le faire avec les Américains. Il voulait parler directement avec les Israéliens, même avant la signature des accords d'Oslo en 1993. Mais avant cela, il voulait d'abord s'engager avec les Américains. Et ils ont accepté de lui parler en Tunisie.
Et ils ont envoyé, je ne me souviens plus du nom de ce type, un simple diplomate américain de bas niveau, discret, qui a accepté de parler avec l'OLP en Tunisie. L'OLP a présenté cela comme l'un des plus grands succès de la lutte palestinienne. Et nous savons ce qui s'est passé au final. Cela s'est révélé être une véritable mascarade, une trahison qui a sacrifié la cause palestinienne afin que l'OLP soit reconnue par Israël. Mais les Américains ont insisté pour que, afin d'impliquer Yasser Arafat, ils doivent franchir une multitude d'obstacles. Et il l'a fait. Il a d'abord déclaré qu'ils étaient prêts à accepter les résolutions 242 et 338 de l'ONU, prêts à reconnaître le droit d'Israël à exister, mais ils ont tout de même exigé qu'ils condamnent la résistance armée palestinienne. Et il l'a fait. Et la manière dont il l'a formulé était encore pire. Il a condamné toutes sortes de violences et de terrorisme, annulant en quelque sorte toute résistance armée de l'histoire palestinienne, depuis l'époque d'Ezzaldine al-Qassam dans les années 1920 et 1930 jusqu'à ce moment précis. Et qu'est-ce qu'Arafat en a retiré? Absolument rien. Au contraire, on leur a donné des armes. L'autorité palestinienne possède plus d'armes que tous les groupes de résistance palestiniens, islamistes, laïcs ou socialistes à Gaza. Mais ces armes sont en réalité utilisées pour protéger les colonies israéliennes. Elles servent de ligne de défense à l'armée israélienne et sont employées pour réprimer le peuple palestinien. Ce n'est pas une question d'armes, c'est une question de la manière dont ces armes sont utilisées. Donc non, l'autorité palestinienne ou l'OLP n'ont pas été désarmées et ne se sont pas démilitarisées. Elles sont militarisées et elles sont armées. C'est simplement que les armes ne sont pas utilisées contre l'oppression, l'occupation et l'apartheid venant d'Israël. D'un autre côté, en Palestine, pour revenir au point de départ, le mouvement des Fidaïn dans les années 1950 à Gaza n'avait pas de fondement idéologique. Il n'était ni socialiste, ni islamiste, ni rien de tout cela. Le mouvement islamique d'ailleurs n'a même pas réellement commencé en Palestine en termes de lutte concrète et de résistance armée avant la première intifada palestinienne après 1987. Et même à ce moment-là, c'était en grande partie symbolique. Je veux dire, il n'y avait que 4 personnes quand Al-Qassam a commencé. Et d'ailleurs, le mouvement Al-Qassam a commencé dans le même camp de réfugiés où je suis né, le camp de réfugiés de Nusayrat à Gaza. Je me souviens quand ils ont lu leur première déclaration dans l'ancien cimetière de Nusayrat, près de la mosquée Al-Qassam. Ils sont venus, ils ont lu leur déclaration, et nous étions tous un peu perplexes. Qui sont ces gens? Ils ne s'habillaient pas comme les socialistes, ni comme le Fatah. Nous ne savions pas qui ils étaient pendant un certain temps. Il leur a fallu des années et des années pour commencer à construire ce genre d'armée de guérilla, si l'on peut dire, qui est devenu Al-Qassam. Mais la question ici donc ne concerne pas le Hamas ou le FPLP. Le point essentiel est que la résistance à Gaza en particulier, dans toute la Palestine, mais surtout à Gaza, a été un continuum. Et elle n'est même pas liée idéologiquement. C'est simplement un groupe de personnes opprimées qui cherchent par tous les moyens possibles à résister. Et il n'est pas juste non plus de réduire toute la résistance du peuple palestinien à la lutte armée. À mon avis, ce n'est qu'une des nombreuses expressions de la résistance. Lorsqu'une femme, par exemple, prend son enfant survivant et retourne dans le nord de Gaza, déterminée à reconstruire sa maison, à retrouver les corps de ses fils, de son mari et de ses filles, à les enterrer et à dire « Je vais élever cet enfant pour qu'il porte le drapeau du Sumud et qu'il lutte ». Et non pas lutter au sens physique, mais rester à Gaza, refuser d'être victime d'un nettoyage ethnique, dire « Je préfère planter ma tente sur les ruines de ma maison et y vivre jusqu'à ma mort ». C'est un acte de résistance. C'est de cela que nous ne parlons pas. C'est de cela que nous ne parlons pas.
Même les historiens classiques qui examinent l'histoire de la Palestine uniquement à travers les dates et les événements importants, de Balfour à la Nakba, à la Naksa et tout cela, personne ne parle de cette femme. Cette femme représente des millions de Palestiniens. C'est là que nous, Palestiniens, puisons notre histoire, notre résilience, notre lutte, notre continuité, notre persévérance dans ce combat qui a finalement réussi à vaincre Israël. Non seulement sur le champ de bataille, mais cela a réussi à vaincre Israël pour la première fois, en prouvant que la puissance de feu seule ne gagne pas les guerres. Et maintenant, la question est de savoir s'il y aura assez de sagesse pour réellement recevoir, assimiler et répondre à ce message. Ou bien allons-nous revenir comme si rien ne s'était passé et simplement continuer à dévaster Gaza et à tuer de plus en plus de Palestiniens. L'une des questions fondamentales à tout le reste est celle de l'État palestinien. Le changement massif ou la prise de conscience massive au cours de ces 2 années de génocide concernant la question palestinienne a considérablement modifié l'opinion mondiale. Ou peut-être que cette opinion mondiale existait déjà, mais de plus en plus de personnes s'y sont ralliées. Et il y a un changement dans la cour impériale occidentale, comme nous l'avons vu, qui a conduit des pays comme la France, le Royaume-Uni, le Canada et d'autres à reconnaître officiellement la question de l'État palestinien que la majorité mondiale a toujours reconnue. D'un autre côté, le plan du président Trump, pour lequel la plupart des dirigeants européens le remercient, et tout le drame à la Knesset aujourd'hui ne sont qu'une démonstration de flagornerie envers Trump pour ce prétendu succès. Pas un mot sur la création d'un État palestinien. Dans ce plan de paix, en 20 points, le dernier point indique que si tout se déroule comme prévu, des dispositions seraient prises pour que les Israéliens et les Palestiniens se réunissent et discutent. Parlons de l'importance de la lutte pour la reconnaissance de l'État palestinien et de ce que la majorité mondiale devrait faire. Comment nous devons poursuivre notre combat aux côtés de ceux qui sont sur le terrain. Vous savez, c'est encore l'histoire de la carotte et du bâton. Je veux dire, cela dure depuis si longtemps dans notre histoire. Nous avons vieilli à force de parler de la façon dont ils présentent toujours ces 2 options. Les bons Palestiniens, ceux qui se comportent bien, seront récompensés à la fin par une illusion d'État palestinien. Rien de tout cela n'a de lien avec un véritable État palestinien. Rien du tout. Parce qu'un État palestinien devrait être le résultat de la lutte palestinienne, de la véritable lutte palestinienne elle-même. Ce soi-disant État n'est qu'une distraction créée pour apaiser la communauté mondiale qui se mobilise pour la Palestine. Mustafa Barghouti, l'un de nos plus grands intellectuels, était récemment en Afrique du Sud et je l'ai entendu parler l'autre jour. Il a dit que certains camarades de Mandela et des combattants du mouvement anti-apartheid, à l'époque, lui avaient confié que ce qui se passe actuellement, en termes de solidarité mondiale avec les Palestiniens, dépasse de loin le sommet du mouvement anti-apartheid à l'échelle mondiale. Il y a donc beaucoup de crainte que cette solidarité mondiale se traduise par quelque chose d'inquiétant, poussant vers un changement de paradigme, isolant complètement Israël et en faisant un État paria. Et d'ailleurs, il est, soit dit en passant, très très proche de devenir un État totalement paria, tout en plaçant les Palestiniens au centre, comme le sujet et la lutte les plus importants au monde. Et en effet, c'est bien ce qui se passe. Donc, toute l'idée d'un État palestinien, et d'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que toute référence à un État palestinien, comme l'a décidé l'ONU elle-même, est toujours assortie de toutes sortes de conditions. Il doit être démilitarisé, le Hamas doit faire partie de ceci ou de cela. En somme, on le dépouille de toute autonomie. C'est comme dire, je vais te donner un État, mais je vais t'enlever toute ta capacité d'agir. À quoi bon un tel État?
Quel en est l'intérêt? J'ai vraiment l'impression que c'est un tour de magicien. Si vous êtes un bon magicien et que vous voulez exécuter un tour, vous créez une distraction ailleurs pour que les gens ne voient pas comment vous le réalisez vraiment. Et ici, le tour consiste à essayer de sauver Israël. Ils se concentrent davantage sur le sauvetage d'Israël que sur l'aide aux Palestiniens. Et c'est bien là tout l'objectif de l'État. Mais au bout du compte, ce qui fera vraiment la différence dans tout cela, ce qui résoudra réellement ce soi-disant conflit, c'est qu'Israël soit exposé, que le sionisme soit révélé pour ce qu'il est. Peu m'importe comment on l'appelle au final. Si l'on parvient à dévoiler le sionisme, à l'isoler et à le vaincre en tant qu'idéologie, une idéologie enracinée dans la violence, le nettoyage ethnique, le génocide, le racisme et l'apartheid, alors même un pays ou une nation qui ne pense pas forcément que bombarder des enfants innocents soit toujours la solution pourrait commencer à voir ses problèmes autrement. Ce génocide ne devrait pas être une option. Il ne devrait même pas être envisagé. Bombarder la Syrie, le Liban, le Yémen, l'Irak, l'Iran et tous les autres, ce n'est pas de la politique et ce n'est pas de la diplomatie. C'est simplement de la criminalité. Une fois que l'on isole et vainc le sionisme, je pense que la question d'une solution devient une conséquence naturelle du changement qui va se produire. Ils peuvent parler d'une solution à deux États. Vous savez quoi? Ils peuvent aussi parler d'un État unique aussi longtemps qu'ils le veulent. Cela ne fera pas la différence souhaitée tant qu'Israël sera autorisé à poursuivre cette idéologie sioniste, isolationniste et raciste qui a dévasté le Moyen-Orient depuis 100 ans. Il y a la question de, j'en viens aux problèmes à court terme, ou du moins pas exactement à court terme, mais aux questions actuellement débattues, et à leur évaluation dans le contexte des problèmes structurels à long terme que vous avez soulevés. L'une des principales questions est celle de la reconstruction. Bien sûr, les pays européens annoncent maintenant des programmes avec un grand enthousiasme, alors que nous n'avons rien entendu de concret sur qui contrôlera la distribution de l'aide. C'est la même question que nous avons abordée plus tôt. Pour utiliser efficacement l'aide, il faut un État, il faut de la sécurité. En l'absence de cela, et tant que l'armée israélienne ne se retire pas de Gaza, l'occupation elle-même demeure. Elle occupe encore 50% de Gaza même. Et même dans la phase finale, corrigez-moi si je me trompe, ils n'ont pas accepté d'aller au-delà de ce qu'ils appellent la zone tampon à l'intérieur de Gaza. Et cela s'ajoute à la Cisjordanie occupée, qui est devenue une sorte de terrain de pâturage pour la force d'occupation. Parler de ce que devrait être un cadre pour discuter de la reconstruction immédiate après le génocide, en supposant qu'Israël ne recommence pas le génocide, ce qui n'est pas garanti, car de nombreux analystes disent qu'il ne s'agit que d'un cadre pour un échange de captifs et qu'il pourrait recommencer un génocide à tout moment. Mais s'il y a un arrêt du génocide, que signifie la reconstruction d'un point de vue progressiste? D'accord. Donc même si le génocide, sous sa forme actuelle, a cessé, et espérons-le pour longtemps, afin que les gens puissent guérir et se rétablir un peu, le tourment du peuple palestinien, j'en ai bien peur, surtout à Gaza, ne va pas s'arrêter. Et nous le savons, car nous connaissons Israël, en particulier son comportement envers Gaza. Gaza est soumise à un siège israélien permanent depuis le tout début. Dès 1948, lorsque Gaza est passé sous administration égyptienne, ce n'a jamais vraiment été un lieu libre où les gens pouvaient aller et venir à leur guise. Il y a toujours eu des restrictions, il y a toujours eu des problèmes. Mais après 1967, Gaza est tombé sous un siège israélien effroyable. Je suis né et j'ai grandi à Gaza, et je veux dire, on vivait dans une boîte. On ne pouvait pas
Vous savez, pour moi par exemple, pour aller à mon université en Cisjordanie, l'université de Birzeit, j'avais besoin d'au moins 4 ou 5 cartes d'identité israéliennes différentes, un permis pour sortir de Gaza, un permis pour franchir le point de passage d'Erez, un permis pour aller du point de passage d'Erez à la Cisjordanie, un permis pour entrer en Cisjordanie et un permis pour y rester. Et c'était à une époque où, soi-disant, il n'y avait pas de blocus sur Gaza. C'était avant les années 90. Exactement. Maintenant, imaginez que lorsque nous, Palestiniens, parlons de ce qui se passe à Gaza comme du siège de Gaza, en connaissant les conditions dans lesquelles nous y vivions, vous pouvez alors imaginer à quel point ce siège est hermétique et l'a toujours été. Je ne pense donc pas que le siège sera levé sur Gaza. Au contraire, je pense qu'Israël ayant échoué à vaincre Gaza militairement, nous le savons, cela ne fait aucun doute, va maintenant tenter de négocier et de tirer parti de son contrôle sur certaines zones de Gaza, du contrôle du corridor de Philadelphie séparant Rafah de l'Égypte, ainsi que du contrôle des divers autres points d'accès, le poste de contrôle d'Erez, celui de Kerem Abou Salem, et ainsi de suite, afin de contrôler tout ce qui entre et sort de Gaza. Ils font cela depuis 2007, ce siège hermétique en particulier, lorsque Haaretz, le journal israélien, a publié un rapport divulgué montrant que les Israéliens comptaient littéralement les calories, calculant combien de calories un Palestinien aurait besoin pour à peine survivre sans mourir. Ils comptaient réellement les calories. Et encore une fois, c'était avant le siège actuel. Imaginez maintenant. Je pense que les mécanismes de contrôle vont être bien plus stricts, bien plus puissants, et que les Palestiniens vont énormément souffrir en conséquence. Ils espèrent que la question de la reconstruction, de la nourriture et des médicaments sera directement liée à la pression exercée sur la résistance palestinienne à Gaza pour qu'elle se désarme. Mais encore une fois, je leur dis, cela n'arrivera pas. Nous avons traversé tant d'épreuves que vous ne pouvez même pas imaginer. Et la plupart des gens ne le savent pas. Je veux dire, ils comprennent plus ou moins ce qui s'est passé à Gaza au cours des 2 dernières années, mais beaucoup ignorent ce qui s'y déroule depuis 77 ans, dans des conditions extrêmes. Et pourtant, les gens n'ont pas abandonné. L'autre question concerne le processus même de reconstruction. Gaza est une société communautaire, d'accord? Ils ne vont pas, contrairement aux Israéliens qui ont perdu une partie de leur maison pendant la guerre avec le Liban, avec le Hezbollah et d'autres, être installés dans des hôtels 5 étoiles, en attendant que les entreprises, vous savez, les concepteurs allemands, les concepteurs français ou les entreprises israéliennes voient laquelle offrira les meilleures villas, maisons et piscines. À Gaza, nous n'avons rien de tout cela. Nous sommes une société communautaire. Alors, que faisons-nous? Je veux dire, ma maison à Gaza, qui a maintenant été complètement détruite, ainsi que toutes les maisons de ma famille à Gaza, avait commencé, il y a de très nombreuses années, comme une seule pièce sans salle de bain. Avec le temps, elle s'est agrandie pour avoir une 2e, une 3e, puis une 4e chambre. C'est devenu une grande maison, toujours une maison de réfugiés, mais une grande, avant qu'elle ne soit détruite. Nous n'avons jamais payé un sou pour construire cette maison. Quand on veut construire quelque chose, les voisins viennent, les proches viennent, les amis viennent. Je pense que Gaza va tous nous surprendre par son ingéniosité à vouloir reconstruire, parce que la communauté va s'impliquer. La communauté va aider. Les gens construiront leur propre maison. Et vous dites, eh bien, d'où viendra le béton? Regardez les guerres précédentes. Israël n'autorisait pas l'entrée de ciment à Gaza. Alors comment ont-ils reconstruit? J'étais à Gaza en 2012 et j'ai été très surpris qu'après la guerre de 2008-2009 et celle de 2012, malgré tous les bombardements, je n'ai vu que quelques bâtiments détruits à Gaza. Que s'est-il passé? Des milliers de maisons ont été reconstruites.
Ils ont récupéré le béton des bâtiments détruits, l'ont broyé, retraité et utilisé pour reconstruire les mêmes maisons, les mêmes écoles, les mêmes mosquées et églises, et les mêmes universités encore une fois. Ce sont des gens extrêmement résistants et pleins de ressources. Ils y parviendront tant que le génocide cessera. Cela me rappelle certains des éléments évoqués dans le livre de Sarah Roy. Elle écrit magnifiquement sur des aspects de l'économie politique à Gaza, la manière dont les ressources sont utilisées avec parcimonie et transformées en choses qui ont du sens pour les gens. J'aimerais vous poser rapidement une question sur les divisions au sein de la politique du mouvement palestinien, étant donné que vous en êtes un acteur de l'intérieur à bien des égards. Nous avons vu différentes tentatives pour rassembler les diverses factions, certaines à l'échelle internationale, comme le sommet de Pékin. Beaucoup disent également que le génocide a créé une forme d'unité entre les différentes factions. En tant qu'initié, comment percevez-vous ces divisions au sein du mouvement palestinien et comment pouvons-nous les surmonter concrètement pour renforcer le mouvement? D'accord, cette réponse pourrait te surprendre un peu. En réalité, je ne pense pas qu'il y ait de division. Tout dépend de la façon dont on définit le terme division. Le peuple palestinien est plus uni que jamais. La nation palestinienne est plus unie que jamais. Oui, nous avons nos classes et nous avons des intérêts et des conflits de classe. Absolument, sans aucun doute. Mais pour une raison ou une autre, en raison de l'ampleur du génocide, nous voyons en fait des Palestiniens de tous horizons, riches et pauvres, se rassembler d'une certaine manière autour de l'idée du peuple palestinien, de la nation palestinienne et même de la résistance palestinienne. Un sondage a été réalisé environ 1 an après le début de la guerre et il a été mené depuis Ramallah même. Je me souviens plus si c'était le centre Shikaki ou une autre société de sondage, mais en gros, cela montrait qu'il y a un plus grand soutien à la résistance en Cisjordanie qu'à Gaza même. Je pense que cela, à lui seul, devrait nous indiquer où en est le peuple palestinien. Mais ensuite, nous abordons une autre question, celle de l'autorité palestinienne. Si l'on considère l'autorité palestinienne comme un élément organique du peuple palestinien, alors oui, on pourrait dire que notre peuple est divisé, mais ce n'est pas le cas. Il évolue désormais dans un paysage politique complètement différent. Elles ont été utilisées par Israël comme un moyen de créer une sorte de zone tampon entre l'occupation israélienne et le peuple palestinien. Et au cours des 2 dernières années, ce qui est particulièrement dévastateur, elles n'ont pris aucune mesure ni élaboré de stratégie pour manifester leur soutien à Gaza. Et d'ailleurs, Gaza a toujours été là pour tout le monde. La plupart des rébellions à Gaza étaient des réactions à des événements survenus en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Il y a donc un profond sentiment de... je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais beaucoup d'entre nous estiment que nous en attendions bien davantage, et cela ne s'est tout simplement pas produit. Mais d'un autre côté, même aujourd'hui, alors que les prisonniers israéliens étaient transférés hors de Deir al-Balah et de Khan Yunis, des captifs palestiniens ont été libérés en Cisjordanie occupée, juste pour... Et on leur a dit d'ailleurs de ne pas dire un mot. Alors cette fois-ci, les forces de sécurité palestiniennes, certaines masquées, les attendaient près des bus et les ont précipités dans le palais de la culture de Ramallah. Chaque fois qu'Al Arabi, Al Jazeera ou d'autres journalistes ont essayé de leur parler, certains ont répondu « On nous a dit de ne rien dire ». Je veux dire à ce point-là, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas quel type de marge permettrait aux Palestiniens de trouver une unité politique avec l'autorité palestinienne. Et d'ailleurs, si vous ne vous levez pas pour votre peuple en temps de génocide, ce génocide a été le test décisif pour tout le monde,
pour chaque militant, chaque groupe socialiste ou de gauche, chaque gouvernement, chaque organisation de la société civile et aussi pour les Palestiniens eux-mêmes. Si vous ne vous êtes pas levé au cours des 2 dernières années pour adopter une position morale en faveur de la Palestine, cette occasion ne se représentera jamais, car le génocide n'est pas quelque chose qui se produit tous les jours. Tant de personnes ont manqué la chance de prendre cette position morale puissante, nécessaire et cruciale. Heureusement, des millions et des millions de personnes ont saisi cette occasion et ont pris position, de Rome à Madrid, aux États-Unis, en Inde, en Chine, partout dans le monde, des gens se sont levés et ont adopté cette position morale. Malheureusement, l'autorité palestinienne ne l'a pas fait. Alors, comment pouvons-nous imaginer un avenir dans lequel cette autorité, formée et armée par Israël, pourrait faire partie quelque tissu politique palestinien que ce soit? Cela dit, je pense que l'autorité palestinienne, en ce moment, il y a tellement d'attention de la part des États arabes, mais aussi des États-Unis eux-mêmes, est au centre des efforts visant à la relancer. Ils estiment qu'ils ne peuvent évidemment pas traiter avec le Hamas, car collaborer avec le Hamas reviendrait essentiellement à admettre l'échec de leur projet, et cela représente une menace pour plusieurs régimes du monde arabe. Par conséquent, ils veulent la meilleure alternative possible, à savoir l'autorité palestinienne. Mais l'autorité palestinienne n'a aucune légitimité auprès des Palestiniens, surtout à Gaza. Ils ne la supportent pas. En fait, beaucoup de gangs criminels qui ont collaboré avec Israël à Rafah, à Khan Yunis, dans le nord de Gaza, à Beit Hanoun, étaient en réalité, pour certains, ouvertement, affiliés à l'autorité palestinienne. Alors, comment parvenir réellement à une quelconque unité nationale avec eux? J'espère encore qu'il puisse exister une forme d'unité nationale autour du concept de Gaza, qui pourrait être en désaccord sur la fermeté, la résilience et les injustices qui se produisent à Gaza, autour de la résistance. Et par la résistance, je ne parle pas d'une faction spécifique. Je pense qu'il faut distinguer les factions de la résistance. Les factions peuvent mener la résistance, mais la résistance existait depuis des décennies avant le Hamas et existera encore des décennies après le Hamas. Il y a donc de nombreux points d'unité autour desquels nous, Palestiniens, pouvons construire un nouveau discours palestinien. Ne gaspillons pas ce moment historique, d'autant plus que le monde est déjà derrière nous, déjà uni dans le soutien à ce discours particulier. Si nous pouvions tourner un peu le regard vers la fin, vers Israël, nous avons vu tout au long de ce génocide un aspect assez sombre de la société israélienne. Et j'utilise soigneusement le mot « société », car en général, au sein de la gauche, nous faisons une distinction nette entre l'État et les élites dirigeantes d'une part, et la société dans son ensemble d'autre part. C'est en quelque sorte le cadre général des choses. Mais dans le cas d'Israël, il me semble que de larges pans de la société elle-même ont pris une tournure génocidaire. Quel avenir attend la société israélienne après le génocide? Bien sûr, il y aura de profondes divisions politiques. Même à la Knesset, nous avons vu l'opposition se lever lorsque Trump parlait, mais elle ne s'est pas levée contre Netanyahou. Ces divisions sont bien entendu superficielles lorsqu'on les observe du point de vue palestinien. Mais en tant que Palestiniens, lorsque vous regardez cette société génocidaire, ne mâchons pas nos mots, quelles sont vos réflexions sur l'avenir d'Israël? What are your thoughts on Israel going forward? Je suis vraiment heureux que tu poses cette question, car je pense que beaucoup de gens, même au sein du mouvement pro-palestinien, se trompent parfois sur la position et le rôle de la société israélienne. Surtout avant le génocide, on a vu en Israël une mobilisation massive contre les soi-disant réformes judiciaires promues par Netanyahou. Beaucoup ont profité de ce moment pour promouvoir l'idée d'une démocratie en Israël, en disant qu'il s'agissait d'une société démocratique
se levant contre l'oppression, le fascisme et la dictature. Malheureusement, beaucoup à gauche ont rejoint ce mouvement, créant d'étranges équivalences morales entre les extrémistes des deux camps et les partisans de la paix des deux côtés. Je pense que ce génocide marque la fin de cela. C'est la fin de l'illusion. J'écris sur cette illusion depuis de nombreuses années. De nombreux écrivains et historiens palestiniens ont essayé de réveiller tout le monde. Ne mélangez pas, vous savez, n'adoptez pas ces terminologies de gauche, de droite et du centre en Israël. Elles sont pertinentes pour certaines politiques internes à Israël, mais elles ne correspondent pas aux définitions mondiales de ce que signifie être de gauche ou de droite. En ce qui nous concerne, ils ont toujours été de droite, ils ont toujours été fascistes. Au début du génocide, il y a eu des rapports, je ne me souviens plus du nom de l'Organisation de défense des droits humains qui en a parlé, mais ils expliquaient comment des civils israéliens étaient autorisés à assister à la torture de Palestiniens dans le nord de Gaza par l'armée israélienne comme moyen de guérison pour surmonter le choc du 7 octobre. Nous avons vu sondage après sondage montrer des chiffres incroyables. 82% des Israéliens soutenaient le nettoyage ethnique des Gazaouis hors de Gaza. Très bien. En tenant compte du fait qu'il y a des millions d'Arabes palestiniens vivant en Israël, cela me dit plus ou moins que presque toute la population soutenait le nettoyage ethnique des Palestiniens après le génocide. Quand la moitié de la population juive israélienne voulait nettoyer ethniquement les Palestiniens qui sont citoyens israéliens depuis 1948, ce n'est pas une société prête pour quelque forme de paix que ce soit. Et nous devons vraiment nous arrêter. Comme vous l'avez dit, nous devons cesser de mâcher nos mots et affronter la réalité. Je suis désolé de le dire, mais c'est une société malade. On ne peut pas soutenir ce qui s'est passé à Gaza au cours de la dernière décennie ou des 2 dernières années sans être une société malade. Et la seule façon pour que cette maladie cesse, c'est la pression venue de l'extérieur. Ilan Pappé, des professeurs israéliens et bien d'autres affirment depuis longtemps que le changement ne viendra jamais de l'intérieur d'Israël lui-même, qu'il doit venir de l'extérieur. Les Palestiniens font leur part en affrontant et en dénonçant ce sionisme, ce racisme, cette terrible maladie en Israël. Mais le reste de la communauté internationale doit rester concentré sur la responsabilité d'Israël, par des boycotts, par des sanctions, concrètement en faisant d'Israël un État paria. C'est ce qui a mis fin, plus ou moins, à la maladie de l'apartheid en Afrique du Sud, et c'est aussi ce qui mettra fin à la maladie en Israël. Ce changement en Occident, en particulier cette fois-ci, vous rend-il optimiste? Il y a un conflit, un immense conflit en Occident. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, car nous ne voulions pas donner l'impression, pendant le génocide, que nous cherchions à créer des divisions dans la solidarité que nous espérons. Nous accueillons donc favorablement toute personne brandissant un drapeau palestinien à Rome, à Paris, à Madrid, à Washington D.C. Mais soyons honnêtes, il existe une division. Une partie du mouvement pro-palestinien s'en tient encore au même vieux discours. Certains sont même centrés autour de l'autorité palestinienne. Continuons à parler des bons Palestiniens et des mauvais Palestiniens, conditionnant encore leur soutien, je déteste le Hamas, j'aime ceci, et ainsi de suite. Mais il y a aussi un nouveau mouvement, et je pense qu'il s'agit d'un mouvement jeune, un mouvement centré sur la jeunesse. Je pense que cela est alimenté par la puissance des réseaux sociaux, des podcasts comme le vôtre, qui parlent le bon langage. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de défendre les Palestiniens, de pointer du doigt et de demander des comptes à Israël. C'est le genre de mouvement que nous devons construire. Je pense que ce mouvement est déjà en cours dans des pays comme l'Espagne et l'Italie, mais nous devons le voir partout.
Si ce mouvement est effectivement celui qui finit par parler au nom du mouvement de solidarité, alors nous pourrions réellement atteindre la masse critique nécessaire pour demander des comptes à Israël et enfin aider les Palestiniens, qui sont en première ligne de la lutte, à obtenir leur liberté. Et rapidement, quel est votre sentiment quant à l'avenir du monde arabe en ce qui concerne la cause nationale palestinienne? Bien sûr, certains segments du monde arabe ont consenti les plus grands sacrifices. Je pense au Hezbollah, je pense à Ansar Allah au Yémen. Mais nous avons observé une réaction très timide de la part des pays impliqués dans les négociations. Le Qatar, l'Égypte et plus tard, la Turquie, même si elle ne fait probablement pas partie du monde arabe. Le monde arabe a en grande partie échangé la cause palestinienne contre sa propre sécurité. Il a cessé de défendre les événements, sans parler de résister à l'empire américain et à l'empire sioniste. Quel est votre sentiment quant à leur avenir? C'est l'un des moments les plus honteux de l'histoire du monde arabe. Le monde arabe en tant qu'entité politique, non pas en tant que culture, ça m'importe moins, mais en tant qu'entité politique dont on nous dit depuis l'époque ottomane jusqu'à aujourd'hui qu'elle représente un corps politique arabe et le potentiel d'une révolution arabe contre l'impérialisme et le colonialisme. Nous avons vu dans l'histoire des événements qui laissent penser que cela est possible. Mais le fait que leurs propres frères aient été massacrés en masse à Gaza, et qu'ils aient pourtant continué leur festival de musique, leur célébration, leur vie comme si de rien n'était, c'est honteux. Je ne sais même pas. Je pense qu'il est trop tôt pour en tirer quelque chose sur le plan émotionnel, mais je ne pense pas que ça se passera sans conséquence. Ansar Allah, le Hezbollah, les Libanais, les Yéménites et quelques autres nous ont rappelé qu'il y a un pulse, une certaine conscience, une conscience collective, mais pas assez pour surmonter toute l'expérience. Je pense que pour nous, Palestiniens, c'était absolument choquant, désorientant, parce que les Palestiniens comptaient là-dessus. Ils pensaient qu'il y aurait des manifestations massives, que des millions de personnes descendraient dans les rues et encercleraient les ambassades américaines. Et ils feraient ceci et cela. Très peu de tout cela s'est produit. Et par conséquent, le monde arabe s'est révélé ne pas être une véritable entité politique capable d'accomplir quoi que ce soit. Au contraire, ils ont en réalité tout fait pour s'assurer qu'Israël soit nourri économiquement, tandis qu'Ansar Allah tient Israël en otage en mer Rouge. Ils fournissaient à Israël une aide économique, de la nourriture, des jouets pour leurs enfants, alors que leurs propres frères étaient massacrés à Gaza. L'histoire nous enseigne que ce genre d'événement ne passe pas inaperçu. Il y aura des conséquences. J'ignore encore la nature de ces conséquences, mais d'un point de vue psychologique, deux événements majeurs se sont produits. Premièrement, les Palestiniens se sont libérés de l'idée qu'ils sont marginaux et sans importance, attendant qu'un libérateur vienne les sauver d'ailleurs. Ils ont tout fait par eux-mêmes. De nouvelles puissances ont émergé au Moyen-Orient, devenant des acteurs géopolitiques que personne n'aurait jamais imaginé voir occuper une telle position. En particulier, Ansar Allah. Mais il y a aussi une sorte de perplexité collective parmi les Arabes. Où nous situons-nous dans tout cela? Certains pays d'Amérique du Sud expulsent les ambassadeurs israéliens, tandis que le président de la Colombie déclare la nécessité d'une armée pour libérer la Palestine, alors que des Israéliens sont accueillis dans les capitales arabes comme si de rien n'était. Des conséquences? Bien sûr. Il y aura d'énormes conséquences, dont la nature, à mon avis, est encore trop tôt pour parler. Tout dépendra de ce qui se passera dans les prochains jours, au moins.
Ma dernière question concerne les médias. Au cours des 2 dernières années, nous avons vu les médias alternatifs, ou indépendants, briser en partie le monopole que les grands médias occidentaux détenaient sur la question de la liberté palestinienne. Une partie de ce monopole a été remise en cause, même s'ils continuent à s'en tenir à leur propre cadre et à leur propre langage. À l'avenir, quelle devrait être notre stratégie en tant que médias mondiaux, en tant que partie de cette résistance mondiale? Quelle devrait être notre stratégie en matière de thématique, de langage, de cadre et de récit? Quels sont les grands thèmes que nous devrions continuer à soutenir? Absolument. C'est une question brillante. Ce qui se passe en ce moment vient confirmer ce que nous disons depuis longtemps. Car vous savez, beaucoup d'entre nous dans les médias indépendants, journalistes indépendants, podcasteurs, intellectuels et historiens, avons toujours affirmé que le récit palestinien et le discours palestinien doivent être façonnés par les Palestiniens eux-mêmes, et qu'ils doivent être la priorité dans la manière dont l'histoire de la Palestine est racontée à l'échelle mondiale. Israël a créé cette situation pour nous, sans le vouloir, en n'autorisant pas les journalistes internationaux à se rendre à Gaza. En conséquence, les enfants de Gaza ont appris à devenir journalistes. Je reçois mes informations quotidiennement d'adolescents, de jeunes qui se sont formés eux-mêmes au journalisme, se sont tenus avec une caméra et un micro et ont rendu compte de ce qui se passe. Non seulement nous n'avons jamais été aussi clairs sur ce qui se passe à Gaza, mais la communauté internationale a en réalité réussi à traduire Israël devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Tout cela sur la base d'informations produites par les Palestiniens eux-mêmes à Gaza. J'appréhende le moment où les médias internationaux retourneront à Gaza. J'appréhende le moment où le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal enverront leurs journalistes, car alors commencera le processus de blanchiment et ils trouveront ce Palestinien précis qui leur dira exactement ce qu'ils veulent entendre. Mais cela signifie aussi que nous avons parcouru un long chemin. Je veux dire, Noam Chomsky serait tellement fier en ce moment. Et je suis sûr qu'il en est très fier, en pensant à la fabrication du consentement, au pouvoir des médias dominants et à la manière dont ils façonnent tout le tissu social et politique ainsi que la compréhension mondiale des événements. Et voir concrètement que nous avons changé cela, que nous avons battu les médias traditionnels, nous avons remis en cause ce paradigme, nous l'avons détruit. Alors maintenant, il faut se souvenir, les médias indépendants doivent être la priorité, car ils sont bien plus difficiles à contrôler. Ils ne sont pas centralisés, ils ne se réduisent pas à un seul argument ou à un seul récit, comme c'est souvent le cas des grands médias américains. Mais nous devons investir dans les Palestiniens. Nous devons investir dans les jeunes de Gaza même, pour qu'ils continuent à raconter leur histoire, pour submerger le système d'information venant de Gaza. N'ayons pas peur de parler de la résistance, s'il vous plaît. Ce n'est pas un gros mot. Les gens ont le droit de résister. Ils doivent résister. Si les Palestiniens n'avaient pas résisté, ils auraient disparu depuis longtemps. Parlons donc de la résistance. Ne créons pas de fausses équivalences morales et ne cherchons pas à diviser les Palestiniens entre bons et mauvais, radicaux et modérés. Essayons simplement de comprendre la réalité telle qu'elle est et investissons-nous dans la terminologie palestinienne. Huria signifie liberté, Karama signifie dignité, Mukawama signifie résistance. Nous devons nous réorienter autour de la culture palestinienne, car c'est cette culture qui a finalement accompli l'une des défaites les plus stupéfiantes de l'impérialisme au Moyen-Orient, en partant de l'une des plus pauvres et des plus isolées petites bandes de terre, à savoir la bande de Gaza. Dr Baroud, c'était un immense honneur de vous recevoir. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps.
for your time. Merci de m'avoir invité. Très bien. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.